Bonjour et bienvenue à ce cours de modélisation statistique. Dans cette vidéo, on s'intéresse au troisième sujet pour les modèles linéaires généralisés et on va présenter, donc suite à l'interprétation des paramètres de la régression logistique, on va considérer un exemple et l'implémentation SAS, donc comment interpréter les sorties. Pour ce faire, on va reprendre notre bon vieil exemple des intentions d'achat suite au visionnement d'une publicité. Donc, rappelez-vous, on avait une étude du Tech3Lab, les gens naviguaient sur un site web et on mesurait donc leur émotion face à une publicité de bonbons, aussi le temps qu'ils avaient fixé la publicité. Et on a mesuré. Donc maintenant, ce sont des données simulées. Donc reprenons la même mise en situation, mais changeons un peu la variable réponse. Donc on va plutôt faire un suivi un mois après pour voir s'ils ont acheté le produit et si oui, combien d'exemplaires. Donc notre jeu de données intention contenait aussi deux autres variables. Une de ces variables, c'est achat. C'est une variable binaire qui vaut 1 si le sujet a acheté des bonbons et 0 sinon. C'est celle qu'on va considérer dans cette vidéo. Et aussi le nombre d'achats. Donc ici 0,1, donc si achat est égal à 0, donc 62 personnes sur 120, soit un peu plus de la moitié, 51,7%, on a un échec et le succès sera donc acheter des bonbons. Donc tous les autres cas de figure, ça donne 1 pour la variable achat et sinon pour la variable nombre d'achats, ce sera le nombre. Donc vous voyez qu'il y a quand même des gens qui ont acheté presque une dizaine d'items, donc 3. Donc ici 10% ont acheté plus de 5, ce qui est quand même conséquent. La moyenne, c'est un achat, 1,7 achats par participant. Donc, un bref rappel, nos variables explicatives, on avait le temps de fixation en secondes, l'émotion qui était un rapport de la valence, donc émotion positive sur émotion négative, le sexe de l'individu qui est une variable binaire, 0 pour homme, l'âge en année, deux variables catégorielles, donc revenu et éducation, et finalement, on avait le statut marital de la personne. Donc, notre modèle ici sera tout simplement un modèle comme on avait pour le modèle linéaire. Donc, on inclut toutes les variables explicatives avec revenu 3, donc revenu élevé, plus de 60 000 par année, et éducation 3, diplôme universitaire, comme catégorie de référence. Et là, on modélise la probabilité d'achat du produit et on utilise un modèle de régression logistique, donc fonction de liaison logit et une loi Bernoulli pour les observations. Donc voici notre prédicteur de linéaire. On a les trois ingrédients de notre modèle linéaire généralisé. Donc plusieurs options dans SAS pour faire ajuster ce modèle. Vous avez la procédure Glimmix, la plus générale et aussi dont la sortie est la plus compliquée. Vous avez la procédure GenMod qu'on utilise dans les autres options. Ici, je vais utiliser la procédure logistique parce que vous avez certains graphiques, donc je vais vous illustrer la procédure. Donc ici, voilà, donc au lieu de GLM pour modèle linéaire généralisé, on va utiliser la procédure logistique. Vous mettez le jeu de données. C'est important de faire bien gaffe avec la procédure logistique. Les variables catégorielles, donc nous, ce qu'on a vu dans le cours, c'était cette paramétrisation où une des variables explicatives, un des niveaux de la variable catégorielle est fixé comme référence. Donc si vous pensez au coefficient qu'on a associé à cette variable-là, il est nul. Et ce n'est pas la paramétrisation par défaut pour logistique. Donc, on va ajouter donc, cette option param égale GLM pour avoir la même paramétrisation. Et c'est une erreur courante. Donc, si vous oubliez de mettre ce terme barre oblique param égale GLM, vous allez obtenir une sortie qui peut être pour le moins déconcertante. Donc, on déclare nos variables explicatives. Ici, éducation revenu, sexe et statut étant déjà binaires. Et la seule différence par rapport à un modèle linéaire normal, c'est que vous allez mettre, donc ici je spécifie référence égale 0 pour dire que je suis bien intéressé à modéliser la probabilité d'achat. Okay? Donc référence égale à 0, là on va dire, si vous voulez, dans le dénominateur pour la cote, c'est probabilité de 0. Okay? Donc c'est ça notre référence. Les variables explicatives, je mets quelques options supplémentaires dans la sortie, donc PLCL et PLRL. Donc ça demande des intervalles de confiance basés sur la vraisemblance profilée, Profile Likelihood. Donc des intervalles de confiance
pour les bêta et aussi pour exponentielle de bêta. Rappelez-vous, quand on interprète une cote, c'est en fonction de exponentielle du paramètre bêta. Donc, autant avoir un tableau. Donc, ça ajoute un tableau dans lequel, dans cette sortie-là, vous aurez ces paramètres-là. L'option exp-b veut tout simplement dire que dans le tableau des coefficients, on va rajouter une colonne et qui va contenir exponentielle des paramètres bêta. Donc, vous auriez facilement pu utiliser votre calculatrice pour faire ce petit calcul-là, mais ça va nous éviter des manipulations supplémentaires. Et donc, on roule la procédure et voici une partie de la sortie. Donc, chaque procédure a des sorties différentes. C'est plutôt pénible à interpréter, mais donc vous allez voir, donc un des premiers tableaux qu'on a, après hormis la déclaration que je ne vous ai pas montré, vous avez donc des statistiques d'ajustement, le AIC, le SC qui est le BIC, qui est le critère d'information bayésienne de Schwartz, d'où le SC, mais c'est le BIC, donc c'est bien le moins k log du nombre d'observations comme pénalité, et vous avez moins 2 fois la log vraisemblance. Vous avez une comparaison ici du modèle avec ordonnées à l'origine seulement, donc pas de covariable, tout le monde a la même probabilité d'achat par rapport au modèle dans lequel vous avez toutes les variables explicatives. Donc vous avez un test de l'hypothèse nulle, donc ça c'est l'équivalent pour un modèle linéaire du test de significativité globale avec la statistique F. Ici, on aura une statistique du rapport de vraisemblance ou la statistique de score ou même la statistique de Wald, mais cette dernière n'est pas vraiment suggérée. Donc, la statistique du rapport de vraisemblance, vous avez une statistique, donc si vous comparez l'ajustement du modèle avec covariable versus constante, la différence entre les deux est de 51, donc 166 moins 114, vous obtenez 51. C'est à comparer avec la loi de référence Ki2 à 9 degrés de liberté, 9 étant le nombre de paramètres supplémentaires dans votre modèle. Et ici, c'est très significatif. Donc, en moyenne, la loi Ki2 a une moyenne de donc 9, donc 51, c'est très élevé. Et la valeur P est inférieure à 10 à la puissance moins 4. Vous avez aussi un tableau des effets type 3. Donc ça, c'est le désavantage de la procédure logistique. Vous avez, si vous voulez, un tableau de la significativité globale des paramètres, mais c'est basé sur un test de Wald. Donc les deux paramètres de revenu égale à 0. Et vous soustrayez donc les paramètres, vous soustrayez 0, vous multipliez par la SIN, donc la matrice de covariance inverse pour ces deux paramètres-là. Vous multipliez par les coefficients et ça vous donne cette statistique, mais dont la qualité de l'ajustement, donc ici, voilà, il y a meilleure alternative. Vous pourriez faire un test du rapport de vraisemblance. Donc, si vous voulez les options du test de rapport de vraisemblance, la procédure GenMod qu'on va voir pour le modèle de Poisson et pour les régressions binomiales un peu plus tard, vous ajoutez l'option type 3 et vous auriez le même type de tableau, mais cette fois avec le calcul, la statistique du rapport de vraisemblance. Ce qui nous intéresse davantage, ce sera les estimés des paramètres. Donc ici, vous voyez, on a l'ordonnée à l'origine bêta 0 chapeau moins 1.33, bêta 1 sexe 0.48, etc. Vous voyez ici, donc on avait mis param égale GLM et vous voyez, donc il y a une ligne supplémentaire dans le tableau. Donc revenu égale 3, l'estimé est 0, c'est parce qu'on a utilisé cette paramétrisation-là. C'est notre catégorie de référence. Vous avez donc, estimation, c'est bêta chapeau. L'erreur type, c'est l'incertitude. Si vous regardez le Ki2 de Wald, c'est la forme quadratique de la statistique Wald. Donc, c'est estimation moins la valeur postulée qui est 0. Donc, moins 1.33 divisé par 1.86, le tout au carré, ce qui vous donne 0.51. À comparer avec, dans tous les cas, pour cette colonne probabilité plus grande que Ki2, donc c'est la valeur P, qui correspond à un test bilatéral, et la loi Ki2 de référence a 1 degré de liberté dans tous les cas. La dernière colonne, c'est celle qu'on a obtenue parce qu'on a ajouté l'option exp-b, donc exponentielle des bêta, et donc vous avez par exemple 0.264 qui est exponentielle de moins 1.33. Donc vous avez aussi le même tableau puisque j'ai mis cette option PLCL, donc Profile Likelihood Confidence Limit. Vous avez l'intervalle de confiance à niveau 95% pour les variables
donc les coefficients. Donc ici, par exemple, pour revenu, c'est un intervalle de confiance. Pour l'effet de revenu catégorie 1 par rapport à catégorie 3, ce n'est pas l'effet global de la variable. Donc, cet intervalle de confiance-là, c'est pour le bêta. Donc, si 0 est dans l'intervalle, enfin, toutes les valeurs qui sont dans l'intervalle ne mènent pas au rejet de l'hypothèse nulle. Okay? Donc, si vous voulez tester, est-ce que l'ordonnée à l'origine aurait pu être moins 5 à niveau 95, niveau 5%, on ne rejetterait pas l'hypothèse nulle. Okay? Donc, puisque cette valeur-là est inclue dans votre intervalle de confiance. Vous pouvez faire la même chose avec le tableau des estimés des coefficients, mais cette fois-ci, donc PLRL vous donne le deuxième tableau où là, vous avez exponentielle des bêtas avec les intervalles de confiance. Et si vous faites un calcul rapide, vous allez noter que, donc si je prenais chaque variable du tableau précédent et que je faisais exponentielle du terme qui se trouve, vous obtiendrez celui-là. Donc, c'est parce que votre intervalle de confiance et vos estimés sont basés sur la vraisemblance profilée. Et donc, c'est invariant à une reparamétrisation du modèle. Exponentielle est une transformation monotone. Donc, si vous prenez le tableau précédent, vous obtenez exactement les mêmes valeurs et les mêmes conclusions. Ici, on regarde, est-ce que, si vous voulez savoir, est-ce que l'effet sur la cote est nul, ça correspond à bêta égale 0 ou exponentielle de 0 égale, donc, est-ce que 1, hein, donc si le rapport de cote est 1, il n'y a pas d'effet de la variable explicative donnée, ou par rapport à une référence pour une variable catégorielle. Donc, interprétons les paramètres ensemble. Exponentielle de bêta pour sexe, c'était 1,63. Donc, la cote, on parle de cote ici, hein, pas de moyenne. La cote d'achat pour les femmes, donc sexe égale à 1, est 1,63 fois plus élevée que celle pour les hommes, toutes choses étant égales par ailleurs. Okay? Le fameux ceteris paribus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si la cote est plus élevée, on a une probabilité 63%, la cote est 63% plus élevée pour les femmes que les hommes. Donc, les femmes achètent plus d'items, plus souvent un item que les hommes, après avoir ajouté pour les autres variables. L'âge est une variable continue, donc deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques, mais une qui est un âge qui ne diffère que d'un an. La cote pour l'achat de la personne plus âgée, c'est 0,94. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce que ça correspond pour la cote, c'est 1 moins 0,94, c'est 6%. Donc, de diminution, puisque votre cote est inférieure à 1. Toutes choses étant égales par ailleurs, on peut faire la même chose. Donc, pour fixation, la cote achat pour fixation augmente de 3,22. Okay, pour toute augmentation. Donc, fixation était un facteur, rappelez-vous, très important pour l'intention d'achat. Et ici, c'est aussi très important pour savoir la probabilité d'achat. Donc, c'est encore une variable qui est très significative. On peut aussi regarder, donc les variables catégorielles, c'est toujours par rapport à la catégorie de référence. Donc, le coefficient bêta associé à revenu 1, c'est relatif à revenu 3. Donc, les gens qui sont à faible revenu 1, ont une cote qui est 3,64 fois plus élevée que celles qui ont un revenu élevé, revenu 3. Toutes choses étant égales par ailleurs. Hein, n'oubliez pas votre toutes choses étant égales par ailleurs. Si vous vouliez le rapport de cote de, par exemple, 1 par rapport à 2, ben, vous faites le rapport du rapport des cotes. Donc, exponentielle de bêta chapeau revenu 1 sur exponentielle de bêta chapeau revenu 2. Et si vous pensez, c'est un rapport de cote de 1 par rapport à 3, de 2 par rapport à 3. Donc, les deux termes pour 3 vont s'annuler. C'est ce qui est dit dans le texte. Donc, si on faisait le rapport de cote de 1 par rapport à 2, okay, donc 2, c'était ceux qui avaient l'intention d'achat la plus faible. Donc, vous vous retrouvez avec un rapport exponentiel de bêta chapeau revenu 1 sur exponentiel de bêta chapeau revenu 2. C'est 5,61, donc une augmentation de 461% de la cote pour revenu classe 1 versus la classe moyenne, toutes choses étant égales par ailleurs. Vous avez aussi dans les sorties, donc je mets certaines parties, mais vous aurez un graphique des intervalles de confiance pour à l'échelle exponentielle, donc exponentielle des coefficients. Et vous pouvez voir l'avantage d'utiliser la vraisemblance profilée, donc c'est invariant reparamétrisation, et vous pouvez voir que les intervalles sont fortement asymétriques. Si vous aviez eu une statistique de Wall, vous auriez obtenu un intervalle plus ou moins 2 fois l'erreur type. Et là, ce ne serait pas nécessairement adéquat, donc le taux de couverture de votre intervalle serait probablement pas 95%.
Donc on voit l'effet de statut est estimé négatif. Par exemple, revenu 1 versus revenu 3, c'est à peine significatif, mais il y a une énorme incertitude. L'âge a un effet négatif, mais l'intervalle de confiance est très rétréci. Et donc, sexe n'est pas significatif. Donc, dès que revenu 1, 2 versus 3, éducation par exemple, ce sont des variables. Donc, les différences d'éducation par rapport aux références ne sont pas significatives. Ça ne veut pas dire que éducation en tant que telle n'est pas significative aussi. Donc voici le modèle logistique, donc ça conclut un peu cet exemple. Juste vous mettre en appétit, donc dans d'autres cours, vous verrez probablement comment utiliser le modèle logistique, donc très très populaire. Pourquoi? À cause de la prédiction. Donc si vous avez un modèle pour, si vous voulez, la probabilité d'achat, okay, votre probabilité de succès, ben, vous pouvez remplacer vos paramètres bêta par leur estimé et ça va vous donner une probabilité de succès estimée PI chapeau. Et après, vous pourriez utiliser un point de coupure pour donc prédire est-ce que la personne achète ou pas. Donc, ça vous permet de prédire. Et, ça ne va pas nécessairement être si plus qu'une demi, si moins qu'une demi. Donc, si vous avez une matrice de coûts, si vous faites par exemple une offre publicitaire et un coût associé à envoyer un échantillon par exemple par la poste, vous pourriez essayer de privilégier donc davantage les gens qui achètent et ça vous mènerait à des points de coupure différents, différents de par exemple une demi. Ce qui peut arriver quand vous ajustez un modèle logistique, quelquefois il va y avoir des combinaisons de variables linéaires qui vont vous permettre de prédire exactement, donc de classifier qui va à 0 et qui va à 1 de façon exacte. Par exemple, si vous faisiez un sondage à la sortie des urnes pour savoir à qui a voté pour qui, okay? Est-ce que vous avez voté, par exemple, pour le Parti démocrate ou pour le Parti républicain à l'élection présidentielle, ben, si on leur demande leur affiliation politique, il est fort possible que ça coïncide exactement dans un petit échantillon. Et là, si vous aviez mis affiliation politique comme variable explicative, votre modèle va prédire parfaitement. Et ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que la solution du maximum de vraisemblance a des coefficients. Okay, donc on essaie, vous pensez à votre courbe logistique, cette espèce de courbe en S, sigmoïde. Vous voulez avoir une transition très abrupte, près de 0, et donc vous allez vous retrouver avec un estimateur du maximum de vraisemblance. Donc quand vous faites votre algorithme, ça va converger vers quelque chose comme plus l'infini, ou moins l'infini. Donc le logiciel risque de s'en rendre compte pour vous, mais généralement quand vous voyez des paramètres avec des variables explicatives qui ont été renormalisées, vous voyez des paramètres de l'ordre de plus ou moins 30, c'est signe qu'il y a un problème de convergence numérique. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, si votre paramètre est infini, son erreur type l'est également. Donc vous n'êtes pas capable de faire les calculs ou de vérifier la significativité des paramètres. Donc, comme je le disais, de nos jours, c'est assez facile à diagnostiquer. Donc, R va imprimer un message, SAS va imprimer un message. On parle de séparation de variables. Vous avez un message, par exemple, si les probabilités ont été ajustées numériquement à 0,1 ou l'estimé du maximum de ressemblance n'existe pas. Vous devrez donc pénaliser si vous voulez obtenir un modèle qui se tient la route. Donc, c'est un peu l'analogie qu'on peut faire, c'est un peu un problème comme un problème de collinéarité. Mais donc ici, la procédure, ce serait de pénaliser, d'ajouter un terme pour restaurer l'identifiabilité. Ça va empêcher les paramètres d'être infinis. Et donc, ça va vous donner une solution. Donc, c'est l'option FIRF que vous avez dans la procédure logistique.